Bienvenue le quotidien. C'est à l'approche du Ramadan qu'on va souvent parler d'un phénomène social qui a une connotation psychosociale plutôt, qui est l'hashisha, tramvin, et donc toutes ces tensions relatives au mois du Ramadan. عندي اللي يحش عندي طفل صغير يحشش في رمضان بو الصغار هو العامل فينا هو اللي يحشش يعيط علينا وضع تلقاه عامل شنو. لا كانت موجودة، علاش ليه كانت موجودة عندي أنا معناها العشية ديما آخر وقت نحاشش آخر وقت لا في المرشي هكا بياع اللي بياع هكا يتقع على أعصابه ويعمل رياكسيون خايبة، واحد ما يتبعش معناها يقول لك صيام السلام ما يحبش يتبع الإنسان. لا نتفضل ربي لا نتكيف ولا نشرب قهوة ولا شيء. لا ما نحشوش، لا ما نحشوش. رمضان عادي، رمضان مادام رمضان لازم الواحد يحترم فيه الدين. رمضان شهر التسامح وشهر محبة وشهر الناس كلها تحب بعضها. Généralement, on croirait que c'est en lien avec l'abstinence par rapport à la nicotine, par rapport au tabac. En réalité, ce n'est pas tout à fait ça. Il y a une certaine permission culturelle aux hommes en général de se montrer un peu plus agressifs dans le cas du stress lié au mois de Ramadan et aux implications aussi de restrictions liées à la nicotine, à la consommation d'alcool, de drogue, et d'où le nom shisha parce que en fait, en lien avec la plante qu'on fume, qu'elle soit la drogue ou qu'elle soit la nicotine. Donc c'est un petit peu ça le sujet. En général, en fait, l'irritabilité en lien avec le mois de Ramadan, c'est plus un aspect plus culturel que en lien avec l'abstinence par rapport à la consommation de substances. En effet, la consommation de substances, qu'elle soit drogue, alcool ou nicotine, elle a un effet comme un effet de sevrage, qui est un effet brusque, qui est difficile à gérer par la personne qui a l'habitude de consommer une substance. Cette substance-là, peut-être, c'est ce que je viens de dire, ou bien ça peut être même l'alimentation en fait, le sucre, le gras, qui à eux-mêmes aussi ils créent une certaine dépendance, une certaine addiction parce que en fait ça éveille un système au niveau du système nerveux, une sorte de récompense à chaque fois qu'on consomme le sucre et le gras. Et d'où donc au moment du mois de Ramadan, même les personnes qui ne fument pas ou qui ne consomment pas de substances ont tendance à être énervées parce qu'il y a une certaine frustration, une certaine difficulté à s'adapter au phénomène de sevrage. Mais après, l'agressivité qui vient avec ce phénomène-là n'est pas forcément expliquée par l'arrêt de substance ou l'arrêt du sucre ou du gras. C'est plutôt quelque chose de social qu'on a eu l'habitude de permettre à cause d'une difficulté à gérer les émotions, une difficulté à faire face à la frustration, une permission à certaines catégories de la société, surtout liées au genre, à être un peu plus, on va dire, à avoir le pouvoir dans la rue, le pouvoir à la maison. Et donc, c'est en lien aussi parfois avec des problématiques psychologiques qu'on peut voir aussi durant toute l'année, avec en fait des personnes qui dépassent leurs limites au niveau de la parole, au niveau du comportemental, de l'agressivité avec la famille. Et donc, avec le mois de Ramadan, on pense que, ok, c'est lié à la hashisha. Mais en fait, c'est toute une structure, c'est toute une problématique psychologique personnelle, individuelle, acceptée par la société qui est vue à grand œil. Le sommeil, il a un grand rôle par rapport aux émotions, à l'équilibre émotionnel, à l'équilibre cognitif, de traitement de l'information, de la mémorisation. Et donc, par rapport à
plusieurs fonctions du corps humain. Donc le manque de sommeil, la perturbation pendant le sommeil, ou bien par exemple quand on mange trop le soir avec un déséquilibre alimentaire et que le corps il est en train de digérer ou de gérer tout ce qu'on a, tout ce qu'on lui a donné, il soit en activité, donc la personne ne va pas bien dormir. Et à ce moment-là, ce manque de sommeil ou cette mauvaise qualité de sommeil, quand on n'atteint pas nos 7-8 heures de sommeil avec une bonne qualité, la personne va devenir irritable dans la journée, va devenir va manquer de sommeil, être fatiguée, et donc tu vas trouver la personne à la moitié de la journée, elle est déjà, elle gère difficilement ses tâches quotidiennes et ses émotions. Comme j'ai dit au début, le gras et le sucre sont des substances addictives. Donc le fait d'en manger d'une manière qui dépasse les besoins du corps humain va créer une certaine addiction, et d'où l'arrêt de cette substance va créer comme un phénomène de sevrage. Et quand la personne, on lui enlève un produit qu'elle a l'habitude de consommer, donc il y a une sorte d'instinct de survie qui se réveille et que la personne se sente un petit peu en insécurité, et c'est une des raisons qui provoque de l'irritabilité. Après, donc le sucre et le gras sont des aliments que, suivant les dernières recherches en neurosciences et en psychologie, tu vas trouver que le sucre il a des impacts plus que le simple fait de l'addiction, pas aussi simple que ça, mais plus que l'addiction, c'est le fait qu'il soit à l'origine ou parmi les facteurs qui favorisent l'anxiété, la dépression et même certaines psychoses. La bonne chose, c'est qu'au mois de Ramadan, on peut bien se préparer pour bien en profiter sur le plan physique et spirituel, et être en harmonie avec les valeurs universelles et islamiques que le mois de Ramadan véhicule. Donc, c'est important de trouver une raison qui nous attache à cette pratique qu'est le jeûne dans ce mois sacré. La raison pour laquelle, quelle que soit en fait la raison pour laquelle tu vas jeûner, que cela soit en harmonie avec tes convictions et tes croyances, cela va atténuer l'impact de la frustration que nous voyons tous les jours. Après, il faut maintenir un rythme, un équilibre du quotidien. L'équilibre du quotidien, ce que le Tunisien ne fait absolument pas. Donc, avec le changement du sommeil alimentaire, au travail, tout ça. Donc, c'est important de voir le basique qui est maintenir un rythme de sommeil minimal et nécessaire au repos et à la récupération, qui est de 7 à 8 heures, d'avoir une bonne qualité de sommeil, éviter de trop manger avant de dormir, éviter de trop manger tout court, parce que aussi, même si on mange avec la rupture du jeûne, trop manger, ça va provoquer des inconforts qui vont être difficilement gérés par la suite. Au niveau de l'alimentation, favoriser une alimentation saine qui répond aux besoins des nutriments du corps, notamment de l'équilibre protéines, glucides et bons gras qu'on trouve un petit peu dans les fruits secs et dans l'huile d'olive et tout ça. Favoriser également une pratique physique. Donc, c'est important de maintenir le corps en activité, en mouvement. Pourquoi pas une petite activité physique légère avant la rupture du jeûne. Ça aide le corps et à rester. La prière, c'est de l'exercice. Tarawih, c'est de l'exercice. Donc, c'est de l'exercice spirituel et physique. Mais ça serait pas mal aussi si on pousse un petit peu vers un peu plus d'activité, même avant la rupture du jeûne. Pourquoi pas un peu d'exercice, du football. On voit aujourd'hui de plus en plus des gens qui courent dans la rue avant la rupture du jeûne. Donc tout ça va aider à améliorer les conditions physiques pendant un mois où on ne dort pas tout à fait bien, où on ne mange pas tout à fait bien, et aussi ça améliore l'humeur. Ça a un rôle très important sur la sécrétion d'hormones qui favorisent l'équilibre et le bien-être de la personne.
Et aussi, ce qui est assez important, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vivent un certain inconfort, une certaine difficulté psychologique à gérer leurs émotions. Donc, peut-être que le mois de Ramadan, quand on se sent dépassé par les événements sociaux, par la mauvaise gestion de la frustration, qu'on puisse se poser des questions par rapport à nos problématiques personnelles et que ce soit une occasion pour se donner l'occasion de s'améliorer, de se développer. Et quand c'est difficile, quand on n'arrive pas à gérer ses émotions, pourquoi pas demander de l'aide à un professionnel. Et pour finir, ce serait aussi très bien d'être attentif par rapport à la gestion des émotions chez les enfants. Si on voit que les enfants, ils n'ont pas une capacité à gérer leurs émotions, ce qui est normal en fait, mais que cela dépasse les limites et que les enfants se sentent très irrités, se sentent trop tristes, très en colère, c'est bien de penser à les aider à gérer également leurs émotions. Que l'enfant participe aux tâches quotidiennes, c'est un exercice intellectuel. Ça a en fait une valeur émotionnelle parce qu'il y a le partage en famille, le sentiment de sécurité. Donc que l'enfant soit aussi responsable, qu'il soit plus responsabilisé, plus autonome, tout cela a de bonnes valeurs et permet à l'enfant de se développer d'une bonne manière et être un meilleur adulte. Maintenant, ce qui peut impacter la santé mentale de l'enfant, c'est d'être dans un environnement familial plein d'agressivité, plein de stress, plein de tensions parentales. Et cela, on ne peut pas offrir cet environnement à l'enfant. En même temps, on lui rajoute des tâches et que si lui, il est en train de fuir l'environnement familial, il va sentir en fait la tâche familiale, la tâche ménagère comme une corvée en fait. Donc, c'est important de garantir à l'enfant un environnement familial, paisible, sécure, où il peut s'épanouir au quotidien. Alors le mois de Ramadan, c'est une opportunité pour développer sa spiritualité, pour méditer, pour réfléchir sur soi, pour apprendre à tolérer les situations frustrantes, pour pousser un petit peu ses limites dans le bon sens, pour faire face aux situations difficiles dans le monde, pour essayer de donner, d'aider les autres en fait. Et dans le don, il y a une grande gratification personnelle et un bien-être psychologique. Donc ce serait bien de regarder le mois de Ramadan comme une occasion extraordinaire pour développer sa spiritualité, son bien-être mental et physique aussi. هذه حاجات لازم يحكي مع روحه بعد. هذه ضعيفة لازم يقوي فيها، هذه نقص فيها لازم ينعم فيها كي. إذا ما تحكيش مع روحك ما تلقاش ريزلتا بعد في حياتك أنت، بعد ما تلقاش حاجة أنت كل سواء باش تربي ولدك بها ولا بنتك ولا كيفاش تعيش مع دارك ولا مع أمك ولا مع أبوك ولا مع أخواتك، فهمني؟ يلزمك ديما تحسن. إلى ما خير. علاش تحسن؟ خاطر هذوكم أقرب عباد ليك. Avant d'aborder le sujet du Ramadan, on essaie de bien valoriser les liens familiaux, les liens sociaux, en associant avec ce mois saint et sacré. Malheureusement, la famille tunisienne subit des transformations majeures. Si on parle de l'intrafamilial, c'est que les rapports familiaux ne sont plus comme avant. انا ملي مات مرتي ما عادش عندي كبار قلتكم انتم هكايا انا زوز احنا نشقوا الفتره مع بعضنا الباقي كل واحد على روحه. Les rapports familiaux sont beaucoup plus attachés à la forme, mais pas au contenu du Ramadan. Avant, la famille vivait le mois de Ramadan avec plein d'espoir, d'optimisme, beaucoup de convictions, beaucoup de normes religieuses et sociales. Mais maintenant, avec l'envahissement des réseaux sociaux, on ne peut plus parler d'une famille soudée, là où elle se base sur une cohésion socio-affective. C'est-à-dire que la famille aujourd'hui est devenue individualiste. C'est chacun pour soi. C'est vrai que le mois de Ramadan essaie de donner une cohérence, essaie de donner une sorte de solidarité organique et mécanique, mais
c'est une minorité qui essaie d'appliquer relationnellement parlant le mois de Ramadan. Je vais donner un exemple. Lors du jeûne, c'est vrai que les nombres de la famille 100 existent. Il y a le sens du partage, mais c'est un partage assez spécifique. Il n'y a pas vraiment d'interaction sociale, il n'y a pas d'interaction au niveau comportemental. La famille ne parle plus le même langage. Le langage des traditions, le langage des valeurs, le langage des normes, surtout les normes sociales et les normes religieuses. Donc, il y a des mutations qui ont impacté sur la communication, sur l'échange au sein de la famille. C'est une fausse image exactement parce que les réseaux sociaux ont pris la place de la famille. Le virtuel, on ne parle plus d'un lien social familial, mais plutôt d'un lien virtuel. Le membre de la famille, que ce soit la mère, le père, les enfants, il s'appuie sur l'interaction virtuelle. Rarement, vous trouvez vraiment un échange, un débat qui se déroule lors d'un repas et lors d'un dîner. Le père, pratiquement, il passe toute sa journée en dehors de la famille, de la sphère familiale. Pareillement pour la mère, aussi les enfants. Les enfants qui nouent des relations avec les groupes de pères, c'est-à-dire que les relations avec les groupes de pères sont beaucoup plus intenses que les relations avec leurs parents. Et là, on peut évoquer la notion de l'individualisme. L'individualisme sur le plan comportemental associé au côté affectif, cognitif aussi, ou même par rapport à la communication. C'est-à-dire que même les réseaux sociaux ont donné des empreintes sur certains propos. On parle d'un langage facebookien, par exemple, d'un langage virtuel, beaucoup plus qu'un langage familial respectant les normes, l'assiduité, le côté disciplinaire et surtout le respect mutuel. الجبال ونشروا ونهزوا واحد كل شيء ما في الكوجينه لا. هاني كان عنسي شوية الأولاد هون الأولاد في المرة في الفيل هنمشوا يلموا معي الطاولة. اكيد نعاونها شي نعاونها يعجبوش تاني كل اللي تتصوروا اللي ما تتصوروش التطيب التسييق ما دام تخدم اذا ما نعاونوش بعضنا ما ننجحوش. في رمضان من الصباح نمشيو نخدموا من الصباح لين شقال الفطر ما نرجعوش فهمتي. Le rôle de la femme au mois de Ramadan, c'est un rôle principal parce que c'est elle qui gère tout, surtout dans la cuisine. C'est elle qui essaie de bien réorganiser ce mode de vie. On parle d'un mode de vie. Et la femme, elle stimule ce mode de vie avec son savoir-faire dans la cuisine. Plus maintenant, parce que la femme a des contraintes professionnelles, a des contraintes externes. Donc forcément, elle se situe dans une position assez critique et assez délicate. D'un côté, l'éducation des enfants, la cuisine, aussi les ménages, et de l'autre côté, avoir un objectif professionnel. Donc elle doit assumer son devoir professionnel, son devoir hors de la sphère familiale. Donc elle se situe dans une position assez délicate et elle peut même influencer négativement sur ses rapports avec le conjoint ou même avec ses enfants. Même elle ne trouve pas du temps pour prendre en charge convenablement la famille, que ce soit sur le plan affectif et social, même éducatif. Le partage, il est momentané au mois de Ramadan. C'est juste pour regarder certaines séries télévisées, regarder certaines émissions
Et après, par exemple, le père, il sort pour avoir des relations avec ses amis, les enfants aussi avec leur groupe de pères. Donc, on ne peut pas parler d'un partage au vrai sens du mot. Avant, oui, parce qu'il y avait une famille étendue, une famille large. Les valeurs sont hyper importantes pour bien consolider des rapports assez affectueux, des rapports basés sur le respect, respectueux, la tolérance, etc. Mais maintenant, on parle d'un partage virtuel, numérique. Chacun, avec son portable, essaie d'échanger avec son monde virtuel, mais réellement, le partage... Bon, c'est vrai qu'il existe, mais dans certaines familles. عندي ولادي نتحافلوا بناتي يكون لهم معايا تبارك الله ولاد ولدي ومن بعد شغل الفطر نمشوا لصلاة التراويح نشعل الكانون ونعايل التاي ونطيب البراد ونسهروا كالعادة. والله هو جربة، هو عائلية تونسية بحتة كما تونس كاملة. والله بابا العيلة تلقيه عنده دارو، فهمتني، لا يجيو كان عنده صغار معرسين يجيو معاه، فما اللي زاد اخوه مع بعضهم تلقيهم عائله كامله كل مع بعضهم، فهمني ولا؟ باش اقل فتره الناس الكل تمشي تصلي العشاء وتصلي التراويح، بعد التراويح نرجعوا للدار نتفرجوا في التلفزه، ولا قليل التليفونات، لا في التليفونات قليل شويه في العائله. وقت تبدا العائله مع بعضها كل حد حط تليفونه في جيبه. الى حد ما ثم لما معناها ثم شكون يقدس معناها في رمضان يحب يتلم مع والديه. عندنا المفهوم العائله الموسع في رمضان، معناها انا مثلا والدي انا صغير معناتها نمشوا بحد دار جدي، معناتها في مره في الاسبوع نتلموا مع جدي نقعدوا كسلت الرحم هذيك تقعد معناتها. انا كبرت عليه حتى انا نوصل في مسيره بابا، معناها نقول حتى مره في الجمعه نقعدوا مع العائله الكبيره نتواصلوا الى حد ما، معناها فهمت. لا سهرية احنا نمشوا نعملوا التراويح قبل كل شيء، وبعد تالي كتيا وانا لما صغيره شويه، وبعد تالي كل حد يمشي يرقد على روحه. Par exemple, si on parle d'une famille, il y a la famille rurale, la famille périurbaine et la famille aussi urbaine. Donc ça dépend de l'espace. À ma connaissance, dans certaines régions rurales, c'est vrai qu'il y a le conservatisme. Il y a des familles conservatrices qui respectent l'échange et le partage. Chacun assume son rôle dans les règles de l'art. Plus maintenant dans les sphères urbaines, dans les zones urbaines, parce qu'il y a des commodités, il y a des activités de loisirs, il y a des activités, par exemple, de commerce. Donc, forcément, le partage prend un sens selon le cadre spatial. Les souvenirs qui prennent une forme de nostalgie, c'est-à-dire des rapports nostalgiques. C'est vrai que le vécu constitue un point principal, c'est-à-dire d'avoir des rapports rigides au sein de la famille, parce que chaque famille a son propre histoire avec le mois de Ramadan. Chaque famille a ses propres normes avec le mois de Ramadan. On ne peut pas avoir une valeur, il y a des valeurs. Tout dépendra aussi du niveau de l'éducation des parents, du niveau de l'instruction, tout dépend aussi du cadre spatial. Donc le vécu qui est fortement associé au mode de vie, est-ce que le mode de vie a changé, le mode de vie de la famille a changé, ou bien il est resté lui-même. Donc par exemple, là, je me réfère sur la définition d'Émile Durkheim, qui est un sociologue français qui a instauré les piliers fondamentaux de la sociologie. Il a bien défini ce qui est un fait social total. Donc ici, le Ramadan est un fait social total parce qu'il donne un sens à la manière d'agir, de penser, de sentir. Donc la famille a sa propre valeur vis-à-vis au mois de Ramadan, imagination, il y a aussi le côté nostalgique, il y a aussi le côté, par exemple, affectif. Et c'est un fait social qui touche pratiquement toutes les catégories
toutes les catégories sociales. Donc, c'est vrai que le mois de Ramadan, il y a le volet nostalgique, il y a des anecdotes, il y a aussi des faits qui ne sont pas assez sains, des faits sains. Il y a aussi des faits malsains. Théoriquement, on fait le Ramadan, on pratique le mois de Ramadan, mais réellement, est-ce que le comportement il est fortement adéquat aux normes du mois de Ramadan? Oui ou non? Parce que le mois de Ramadan, ce n'est pas uniquement de faire l'abstination et tout ça. Donc, il faut avoir un esprit sain, il faut savoir comment se comporter avec l'autrui, avec l'autre, etc. Donc, il faut savoir comment s'adapter pour montrer le bon côté, pour montrer le comportement idéal et le comportement exemplaire. Et c'est le vécu, le mode de vie et le côté nostalgique qui va stimuler ce comportement individuel ou bien ce comportement familial. Les parents, ce sont des agents de socialisation. Si on parle de la famille, théoriquement parlant, c'est un agent de socialisation. C'est-à-dire que les enfants doivent être bien socialisés. Voilà, doivent bien appréhender ce que ça veut dire le comportement normal, le comportement social, le comportement aussi individuel, pour qu'ils ne soient pas exclus de la sphère, en premier lieu de la sphère familiale, en deuxième lieu de la sphère sociale. Tout simplement, il faut instaurer des règles, que ce soit des règles informelles ou bien formelles, des règles implicites ou bien explicites. Il faut instaurer un climat de respect. Et ce climat, il faut qu'il soit mutuel. On ne parle plus d'un rapport vertical, c'est un rapport horizontal entre les parents et les enfants pour que on instaure la culture d'échange, la culture d'une communication interactive. Et le père, il ne doit pas s'imposer avec son autorité. L'autorité abusive, aujourd'hui, elle est plutôt mal placée pour conduire, pour assurer le suivi, un suivi global d'un enfant, un suivi psychologique et un suivi surtout culturel et éducatif. Donc la communication, elle est très très importante pour instaurer un climat de tolérance, un climat de confiance, un climat respectueux entre les parents et les enfants. Les parents doivent être compréhensifs parce que c'est vrai qu'il y a des séries, il y a des images qui sont un peu toxiques par rapport à l'éducation familiale. Mais ces images, quand même, possèdent un sens. Le sens qui doit véhiculer des campagnes de sensibilisation et de prévention. Bon, je ne peux pas citer, il y a pas mal de séries. C'est vrai qu'il y a des images choquantes. Par exemple, la série de la dernière, l'année dernière, au mois de Ramadan, Fallouja, c'est vrai. Fallouja signifie quoi? Fallouja signifie quoi? Signifie les conflits, c'est une ambiance de guerre, de rupture, pas mal de pathologies sociales, comme par exemple le comportement à risque, les phénomènes à risque dans le milieu éducatif, qui est le lycée ou bien l'école. Il y a la toxicomanie, il y a pas mal de pathologies sociales telles que la toxicomanie, la violence, le viol, etc. C'est vrai, ce sont des pathologies sociales, mais ces pathologies, on doit bien les prendre en considération en instaurant une campagne et des campagnes de prévention et de sensibilisation. Parce qu'aujourd'hui, on vit la démission parentale. Le père n'est pas en train d'assumer son rôle comme il faut. Pareil pour la mère. Donc, la socialisation, elle est en train de se construire au fur et à mesure avec la rue. Donc, ce n'est plus la famille qui est en train d'éduquer, qui va prendre en charge les enfants, c'est la rue. C'est vrai que la rue et la culture de la rue possèdent des effets positifs et aussi des effets
négatives. Mais il faut savoir comment peser le pour et le contre et savoir comment trier les valeurs qui vont être des valeurs complémentaires, des valeurs très riches pour, en premier lieu, forger une personnalité individuelle et en deuxième lieu, pour acquérir un comportement, c'est le comportement social de l'individu. Il faut savoir comment s'acclimater dans cette conjoncture actuelle et dans ce contexte assez ambigu et délicat. Les proches, donc forcément, il y a des points en commun, il y a l'échange, il y a la culture, il y a aussi la connaissance. Il faut savoir comment atteindre un palier supérieur, savoir tout d'abord comment fréquenter, parce que la fréquentation est très importante. On peut fréquenter un clan assez toxique et là, je serai dans l'obligation d'imiter ces comportements. Et aussi, on peut créer un clan, c'est-à-dire un clan ou bien un groupe de pairs positifs, là on a des points en commun, là on essaie par exemple de lire, de penser, de raisonner, de savoir comment, par exemple, donner un petit aperçu, de savoir comment faire marcher la fonction cognitive, pas uniquement la fonction affective, je parle aussi du comportement, savoir comment avoir l'œil pour observer, pour actualiser, pour discuter. Donc les groupes de pairs et les proches peuvent être un facteur positif afin d'éviter certains comportements à risque. Dis-moi ce que tu fréquentes, je te dis ce que tu es. Donc la fréquentation des amis aussi joue un rôle principal dans la bonne prise en charge, je parle de l'éducation, dans la bonne prise en charge d'un individu, d'un adolescent, etc. Ah, les proches, mais c'est pour ça, les parents, c'est vrai, ils sont présents physiquement, ils sont là physiquement, mais à ma connaissance, d'après les enquêtes et les études, je ne peux pas mettre tout le monde dans le même sac, mais les enfants sont beaucoup plus attachés à leur groupe de pairs. Les parents, c'est pour financer, pour donner une éducation matérielle, mais plus l'éducation est matérielle basée sur les valeurs et le partage. Donc, ce sont les proches. Les proches, plutôt, ce sont les groupes de pairs. Je peux vous poser une question. Par exemple, l'enfant, il passe combien de temps avec son père ou sa mère? 1 heure, c'est très insuffisant. C'est très insuffisant. Donc, ce vide va être comblé par la présence des groupes de pairs, ses amis, son entourage amical. Même aussi, le quartier joue un rôle très très important. Parce que le quartier, si je vais me baser sur une cité ou un quartier populaire, Houma Harbi, a ses propres spécificités. Pour l'éducation, parce qu'il y a des relations saines. Ça existe actuellement dans la Médina de Tunis ou bien dans les quartiers périphériques comme Bebsuir, Abebijid, etc. Mais plus dans les quartiers, entre guillemets, soi-disant UP. Parce que c'est le côté individualiste qui domine ces quartiers. Il ne connaît pas son voisin. Même s'il se retrouve dans le même endroit, il ne se disent pas bonjour, ni au revoir, ni bonsoir, ni shahia taïba. نسكن بلاش شرديقون عبد ما تصبحش على بعضها شرديقون تعرف متى يجي جاره هابط هو طق الثاني وجاره هابط ما طق الثالث يسمع حاسس باب جاره تحل فهمني يعاود يسكر الباب يخرج ما يهبطش باش ما يقابل راهو الجار رحمه سين عليه 1000 سلات و1000 سلام وسع على الجار. Aussi, le quartier aussi joue un rôle très très important dans la configuration des relations sociales lors du mois de Ramadan. Qu'il soit
attentifs, qu'ils développent le sens de l'écoute, qu'ils discutent et qu'ils parlent avec leurs enfants. Ça, c'est très important. La meilleure recette, le meilleur traitement, ce n'est pas un traitement médicamenteux, mais c'est un traitement thérapeutique, c'est d'échanger avec leurs enfants, d'être empathique. Ils doivent se mettre à la place de leurs enfants parce que sincèrement, aujourd'hui, on est en train de vivre la numérisation, c'est-à-dire le monde virtuel. Et ce monde virtuel, ce monde numérique ne cesse de donner des effets néfastes et des effets nocifs au comportement de nos enfants. Voilà, le partage, c'est ça, le partage. Chacun essaie de bien participer, de contribuer pour sauvegarder une ambiance conviviale ramadanesque. Donc voilà.